Moi, j'ai une question pour toi, Denis. Est-ce que cette réflexion, vous la menez avec d'autres pays? Est-ce que d'autres pays dans le vétérinaire est international? Enfin, le statut du vétérinaire est assez semblable dans d'autres pays? Alors, en fait, cette idée, on l'a piquée aux Britanniques, qui ont mis en place une réflexion il y a déjà 2 ans dans un projet qui, devinez quoi, s'appelle Vet Future. Ah, original. On a bien aimé leur projet, on est même allé jusque leur demander si on pouvait utiliser leur logo, ce qui fait que le logo de Vet Future France et le logo de Vet Future UK. Oui, donc en Grande-Bretagne, ils sont déjà assez avancés. En septembre, ils ont une journée dédiée aux innovations technologiques, à laquelle ils m'ont effectivement gentiment invité. Donc, qui a lieu à Londres, une journée entière là-dessus. En dehors de ça, au niveau de la Fédération vétérinaire européenne, il y a eu un appel au peuple, en quelque sorte, et d'autres pays sont en train de, on va dire, de démarrer le projet. Ils sont vraiment à des stades très peu avancés. En fait, beaucoup regardent ce que finalement nous Français on est en train de faire. Très bien. Encore une fois, la santé animale est en avance en France. Mais très bien, parfait. Des questions? Non? Ça vous laisse pantois. Vous avez peut-être très faim, vous êtes peut-être très fatigué. Il y en a un certain nombre qui sont levés très tôt. Ah, des questions. Sandra Dejean. Donc moi, notamment par rapport à cette réflexion sur Vet Future, est-ce que vous envisagez également de réfléchir aux impacts réglementaires de tous ces objets connectés? Donc justement, dans la présentation de Jean-Louis Huneau, on avait la mention de ces dispositifs médicaux dont font partie les objets connectés quand il y a une application clinique, sont réglementés aujourd'hui. Mais lorsque ces produits sont utilisés dans le secteur de la santé vétérinaire, les dispositifs médicaux ont disparu de l'activité santé animale, ce qui fait que certaines autorités de santé vont considérer ces produits comme des médicaments vétérinaires. Ce qui fait que pour des fabricants qui auraient justement envie de transférer les technologies de la santé humaine vers la santé vétérinaire vont se retrouver à faire d'un côté les démarches pour obtenir le marquage CE, et de l'autre, devoir envisager l'autorisation de mise sur marché vétérinaire. Donc, est-ce que c'est aussi une réflexion que vous pourriez aborder? Parce que c'est vrai que ça peut être vraiment un poids, une contrainte, et notamment une contrainte économique pour si des fabricants voudront vraiment aller vers la santé vétérinaire, mais vont devoir répercuter sur leur prix ces technologies. Alors, j'en ai parlé dans l'intervention, j'ai parlé de télémédecine. Il est bien évident que ces objets rentrent dans la télémédecine. La télémédecine actuellement, en médecine vétérinaire, n'est pas réglementée. Il n'y a pas de texte, il y a une absence totale de texte. Et les textes, en l'état, quelque part, interdisent la télémédecine. On ne peut pas faire de télémédecine puisque le diagnostic dans le code rural précise qu'il doit se faire au chevet du patient. Sauf dans certains cas très particuliers, tels que les bilans sanitaires d'élevage ou les plans sanitaires d'élevage. Donc en dehors de ces cas très particuliers, il n'y a pas de diagnostic à distance possible. Donc effectivement, il est indispensable de réfléchir rapidement, il y a urgence à réfléchir au texte. Et il est aussi indispensable, à mon sens, de séparer, entre guillemets, le bon grain de livret, c'est-à-dire de distinguer ce qui est un vrai objet connecté qui apporte de vraies informations médicales d'une espèce de cochonnerie chinoise achetée sur Banggood qui n'apporte rien et qui donne des informations qui sont totalement erronées. Donc il va falloir aussi que la profession réfléchisse à ça et mette en place une structure à même, comme ont commencé à le faire les médecins, l'ordre des médecins, d'évaluer ces objets connectés, notamment dans leur qualité, dans leur sécurité, dans la sécurité aussi des données qui sont envoyées, et dans la valeur, parce que la valeur des données est fondamentale. Donc oui, on y réfléchit, oui, ça va venir, mais patience. D'autant plus que dès lors qu'on aborde le côté législatif, réglementaire,
Le temps réglementaire n'est pas le temps vétérinaire, hein, ça il faut le savoir. Donc mettre en place de nouvelles réglementations, ça peut prendre des années. Mais la réflexion est en place, elle fait partie de la réflexion VetFuture. Oui, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. Tu t'étonnes. Oui, Thierry Poite, je suis installé sur l'île de Ré, je suis fondateur du réseau Cap Douleur. Et je parle tout à l'heure. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. Il faut que tu sois rassuré. Le peuple vétérinaire, il est déjà conscient de tous ces enjeux. Il y a plein d'initiatives qui ne sont peut-être pas des initiatives parisiennes, qui sont des initiatives provinciales. Alors c'est un peuple qui parfois est insoumis. Tu es là pour le réglementer. Il y a des initiatives, tu sais bien, sur les sites internet, etc. Des bonnets rouges. Non, moi je suis un ch'ti, je ne suis pas un breton. Ou qui recoule. Non, mais ne t'en fais pas. Donc il y a quand même des forces vives sur le terrain qui montent plein d'initiatives. Et regarde un peu le développement des sites sur des ventes d'aliments. Regarde tous les GIE qui sont en train de se mettre en place, qui ont envie de travailler ensemble, non pas uniquement pour des remises de laboratoire, mais qui veulent aussi prendre en charge leur formation continue. Regarde le regroupement des cliniques. Donc voilà, donc moi ce que je souhaite vraiment, c'est que toutes les initiatives de VetFuture s'appuient vraiment complètement sur le terrain, parce qu'il y a déjà des initiatives. Et tout à l'heure, ça m'a passionné ce que tu as dit là sur, tu sais, les data, etc. Mais alors modestement, on a déjà commencé en mettant en place un réseau qui existe déjà depuis 1 an. Et face à une profession qui est réputée pour son individualisme, on arrive à faire des choses. Donc tu vois, cette prise de conscience, elle existe vraiment. Alors, je ne doute pas un instant que ça existe. Et ceci dit, je m'adresse ici à un public d'initiés. Ce que je voulais dire, c'est pas que ça n'existait pas. C'est qu'une majorité de consoeurs et de confrères ne semble pas se rendre compte de l'ampleur de cette révolution industrielle qui est ici, qui est là, qui est maintenant. C'est ça que je voulais dire. Je ne disais pas qu'il n'y avait pas d'initiative. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai simplement insisté sur le fait qu'il fallait se réveiller, qu'il fallait être conscient de la brutalité de ce qui risquait de se produire si on ne réagissait pas et si on n'était pas proactif. Et je salue les initiatives. Je connais la tienne, Thierry, très bien, même on en a déjà discuté moult fois. Je sais qu'il y a des gens qui sont actifs, mais il ne suffit pas, si tu veux, de créer un site de vente de croquettes sur Internet pour dire qu'on est un spécialiste de la big data et pour dire qu'on a réussi à capter les données et pour dire qu'on sait faire de la data science. La data science, c'est pas vendre des croquettes sur Internet, Thierry. C'est pas tout à fait ça. Et la data science, jusqu'à preuve du contraire dans la profession, il y en a très très peu. J'en ai identifié un data scientist, moi, dans la profession, un seul, dont vous lirez l'interview très prochainement dans la revue vétérinaire, la revue de l'ordre. Mais bravo à tous ceux qui innovent, bravo à tous ceux qui ont des initiatives. Que ces gens-là se manifestent, c'est pas une initiative parisienne. Dans mon groupe de travail, je pense que je suis le seul Parisien, au passage parisien né à Montluçon. Hein. Voilà. Donc, les gens qui travaillent avec moi, il y en a dans la salle. Hein. Patrice, il est là. Il n'est pas parisien, Patrice. Et lui aussi, il est en train d'innover. Ouais. Patrice Thomas, vétérinaire et cofondateur de la start-up Pronosia, qui travaille justement dans les dispositifs connectés, la data science. Donc, dans le groupe VetFuture, dont je fais partie, on est une quinzaine, effectivement. C'est un groupe qui est multiculturel, qui n'est absolument pas que parisien. Et effectivement, pour répondre à la question, la dimension juridique est une préoccupation du groupe. Pour nous, Pronosia, c'est 20% de notre temps et de notre énergie. Bonjour, Claude Touche, fondateur de la start-up Evidrog. Alors moi j'ai beaucoup aimé votre présentation sur VetFuture et je pense que c'est surtout une belle opportunité de faire avancer tout ce qui est technologie. Juste un exemple tout bête, vous avez parlé du séquençage du génome. En fait, un Américain peut faire séquencer son génome. Pour un Français, c'est clairement interdit. Il y a la loi sur la bioéthique qui vous l'empêche. Alors, si vous le faites faire, si vous le faites prendre, vous risquez jusqu'à 15 000 € d'amende. Mais vous, comme vous pouvez le faire au niveau de VetFuture, je pense que c'est vraiment une sacrée opportunité de faire avancer tout ce qui est médecine prédictive, etc. etc. Vous voyez, vous allez pouvoir faire des choses, à mon avis, qu'on ne pourra pas faire avant un certain temps au niveau santé humaine. Voilà, c'était juste une remarque. Oui, Bertrand Neveu.
Moi, je reviens sur... Enfin, il y a 3 points que je voulais aborder. D'abord, je voudrais savoir pourquoi quelle légitimité aurait le vétérinaire à être, entre guillemets, propriétaire, ou moins, on va dire, détenteur des datas de l'éleveur. Ça, c'est déjà la première question. Je pense que ce n'est pas la propriété qui est un problème. C'est donner de la valeur à la donnée, donner de la valeur à la data. C'est ça qui est intéressant. En être propriétaire, tu n'es pas propriétaire des données d'un animal. Qui est propriétaire? D'ailleurs, c'est une question juridique certainement passionnante. Mais au final, ce que veut le vétérinaire, quelque part, c'est avoir de la valeur ajoutée. C'est gagner sa vie. Et pour gagner sa vie, il faut donner de la valeur à quelque chose. En l'occurrence, il faudra donner de la valeur à des datas qu'on mettra à ta disposition. Pourquoi on les mettrait à notre disposition plutôt qu'à la disposition d'autres? Eh bien justement, parce qu'on est des êtres humains qui avons une déontologie et une éthique. Donc quelque part, c'est donner entre les mains de spécialistes des datas de spécialistes qui eux-mêmes ont des valeurs et qui eux-mêmes ont un code à respecter et pour lesquels il y a une garantie de qualité de service, une garantie de confidentialité que tu ne trouveras probablement pas sur une plateforme mise à disposition par les GAFA. Donc le côté humain, déontologique et éthique, à mon avis, est fondamental. Et il va falloir remettre tout ça, à mon avis, au milieu du village, au centre du village. C'est fondamental. Ok. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la télémédecine en veto, ça existe déjà? Il y a déjà des plateformes? Oui, c'est toléré, notamment en imagerie. De toute façon, on est devant le fait accompli. En diagnostic aussi. En imagerie, oui, en diagnostic, c'est vrai. Alors, pour l'instant, c'est entre confrères. Hein. Donc ça s'est toujours fait, ça, le coup de fil à un collègue pour avoir un avis médical, sauf que maintenant, on va dire que ça s'est industrialisé, quoi. On est arrivé au stade amical. C'est comme nos plateformes collaboratives. Au départ, elles étaient à visée non lucrative. Maintenant, une bonne plateforme collaborative, c'est une plateforme qui est cotée en bourse et qui fait des milliards de dollars de bénéfices. Bon, c'est devenu effectivement un système entre guillemets commercial. Il y a urgence, il y a vraiment urgence à mettre des textes en place. On en est parfaitement conscient. Je peux que répéter ce que j'ai dit il y a 2 minutes. C'est compliqué de mettre en place des textes réglementaires. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a en face de nous une administration qui est vraiment à notre écoute, qui est très compréhensive, mais qui n'a pas forcément les mêmes priorités que nous. Clairement, il va falloir légiférer sur la télémédecine. De toute façon, il va falloir légiférer, parce qu'avec tous ces objets connectés, toute cette technologie dont on a parlé, toutes les nanotechnologies qui arrivent, IBM, je crois, annonce, c'était dans un article de Futura Science il n'y a pas très longtemps, un nanolaboratoire pour 5 à 7 ans. Bon, tout ça, ça va envoyer de la data aux praticiens. Hein. Imaginons qu'un nanolaboratoire dans 15 ans, ça coûte 50 €. On fait implanter ça à son chien et après, les datas, elles sont envoyées comment? Elles sont envoyées à qui? Espérons qu'elles seront envoyées au praticien, qui là va forcément faire de la télémédecine, puisqu'il recevra les datas de santé de l'animal avant même de l'avoir sous les yeux. Donc, il y a urgence à mettre en place des textes, effectivement, faire du législatif et du réglementaire sur le sujet, parce que sinon la technologie va nous dépasser. D'accord. Et puis alors, dernière question, j'ai pas très bien compris en fait le positionnement de l'ordre concernant les CRISPR. CRISPR-Cas9 ? Ouais. Il n'y a pas de positionnement. Les biotechnologies, ça va être ce qu'on va en faire. Et ce que j'ai dit, j'ai insisté beaucoup là-dessus, c'est qu'il y a des questions éthiques qui se posent. Il y a des questions éthiques qui se posent aux individus qu'on est. Et il y a des questions aussi qui se posent à la société. Et il faut, en tout cas, que l'ordre qui est chargé de faire respecter une certaine déontologie, une certaine éthique de la part des professionnels, réfléchissent aussi à l'éthique qu'on doit avoir vis-à-vis de ces technologies. Je ne dis pas que ces technologies sont forcément mauvaises ou bonnes. Personnellement, pour l'instant, je regarde ça avec les yeux d'un enfant émerveillé qui découvre un super nouveau jouet. Mais ce jouet, il peut devenir diabolique, comme il peut devenir merveilleux. Je ne sais pas ce qu'on va en faire. Donc, d'accord, mais au niveau élevage, parce qu'en fait, ce qui vous intéresse, c'est l'impact que ça a élevage, sur la santé de l'animal. Aujourd'hui, je prends par exemple les races canines. Il y a une sélection génétique qui est autre qu'une sélection effectivement par ciseaux, qui donne des animaux qui ne sont pas viables, on le sait déjà, ou qui vivent très mal, très peu de temps.
est-ce qu'on n'est pas dans le même contexte et est-ce que c'est pas un contexte général dans lequel les vétérinaires ne se sont jamais impliqués, n'ont jamais pris position? Oui, actuellement, à T0, je te l'accorde, ces animaux-là, ils ne sont pas viables. Je pense que la Holstein, là, elle est parfaitement viable. Hein. Bon, en tout cas, si tu veux, à court terme, il n'y a pas de réponse. On n'a pas encore réfléchi à ça, puisque ce sont des technologies qui ne sont pas encore incluses dans les traitements courants. Pour autant, je l'ai dit, il est fort probable que dans 10, 15, 20 ans, on soit obligé de tenir compte de cette biotechnologie. Donc ça implique de réfléchir à l'éthique qu'on doit avoir vis-à-vis de cette biotechnologie. Qu'est-ce qu'on en fait? Jusqu'où on va? Est-ce qu'on va jusqu'au transanimalisme, comme on pourrait aller vers le transhumanisme? Alors après, c'est de la philo. Hein. Je vous invite à lire le bouquin de Ferry sur le transhumanisme, ou je ne sais pas, moi, il y a un bouquin qui est absolument passionnant sur les nouvelles technologies qui a été écrit par je crois qu'il est urologue, qui s'appelle Laurent Alexandre, c'est la mort de la mort. Alexandre explique dans son bouquin qu'avec les nouvelles technologies, eh bien, on pourrait devenir quasiment immortel. Est-ce que c'est souhaitable? Le contrat social, si tu veux, va être réécrit. Et ce n'est pas nous, petits vétérinaires, nous 18 000 vétérinaires en France, qui allons influer là-dessus. Il faut qu'on fasse entendre notre voix, et je pense que l'ordre a un rôle à jouer là-dessus, mais ce n'est pas uniquement un problème vétérinaire, c'est un problème sociétal. Ok, merci. Claude, une question. Question courte, réponse courte. Ouais, Hein. Claude On est un peu pressé par le temps. Est-ce que Vet Futur a travaillé avec le ministère sur les scénarios possibles? Non, nous venons d'échanger nos cartes. Donc c'est bien, ça c'est pour le futur. On va probablement travailler ensemble sur les nanotech, puisque je viens d'apprendre qu'il y avait des études là-dessus et ça m'intéresse beaucoup. Je cherche des interlocuteurs sur les nanotech. D'accord. Moi, une question qu'une réflexion. Moi, je ne partage pas ton pessimisme. Enfin, je ne suis pas pessimiste. J'ai ressenti un certain pessimisme dans le départ. J'étais hier ici toute la journée. J'ai vu des présentations, des pitchs de jeunes qui sont collaboratifs, créatifs, extraordinaires. Moi, j'ai une grande confiance dans ce qui va se passer. Et j'espère que les textes ne vont pas venir être des textes qui vont freiner. Parce que, juste une anecdote, au moment où la voiture est apparue aux États-Unis, les vétérinaires et les taxis à cheval ont eu très très peur de la voiture. Et donc le premier texte qui est sorti obligeait toute voiture à se cacher quand elle croisait un cheval, une voiture à cheval, ou si elle ne pouvait pas se cacher assez, il fallait que son propriétaire la démonte. Tu vois ce que c'est devenu quelques années après. Voilà. Je ne voudrais pas qu'il y ait ce genre de texte. C'est une plaisanterie. Je pense, oui, j'ai bien compris ça, Claude. Je pense avoir démontré dans cet exposé une certaine passion pour le sujet, et il est évident que, en tout cas, tant que je serai à l'ordre, moi, je veillerai à ce que nous ne soyons pas castrateurs. Il est évident que ces nouvelles technologies sont des technologies fascinantes, merveilleuses, mais encore une fois, il faut être prudent. Extrêmement prudent, surtout en ce qui concerne les biotechnologies. Donc, oui, nous sommes complètement ouverts à tout ça. Et en fait, encore une fois, on découvre tout ça. Hein. C'est tellement nouveau. Je l'ai dit, c'est très brutal, très, très brutal. Hein. Schwab décrit en fait le côté extrêmement intense, extrêmement rapide. Ce qui caractérise cette révolution industrielle, c'est qu'au lieu de se faire sur 30, 40, 50, 60, voire 100 ans, elle se fait sur 5 à 10 ans. On a à peine 10 ans pour digérer tout ça. Donc effectivement, il faut qu'on fasse attention à ne pas être castrateur. Il faut faire attention aussi à ne pas trop lâcher la bride, se méfier et pas sombrer dans le transanimalisme, dans des choses comme ça. Ça peut être extrêmement dangereux. Donc écoute, on y réfléchit, on va y réfléchir.